Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN a eu lieu début août à Singapour. Ayant pour thème résilient et innovant, elle a réuni 10 pays de l'Asie du Sud-Est. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu avec ses homologues à cette occasion. Comment l'ASEAN va-t-elle faire face aux incertitudes du commerce mondial et comment la Chine et l'ASEAN peuvent-elles créer une synergie pour booster l'économie régionale? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Avant cela, je vous propose de regarder un reportage pour savoir un peu plus sur l'ASEAN avec notre journaliste Zhou Ye. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est a été fondée en 1967 à Bangkok par l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et Singapour. 5 autres pays la rejoignent ensuite, le Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge. Basée sur la coopération économique, l'ASEAN est une communauté politique de sécurité et économique et fournit une plateforme pour la résolution pacifique des conflits internationaux et régionaux. La Chine est le premier partenaire commercial de l'ASEAN. L'ASEAN est quant à elle le 3e partenaire commercial de la Chine et la 2e source d'importation du pays. Le volume des échanges entre la Chine et l'ASEAN s'élève à 514,8 milliards de dollars en 2017. La 51e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et la réunion des ministres des Affaires étrangères Chine-ASEAN se sont tenues à Singapour le 2 août. L'ASEAN a publié un communiqué dans la même journée dans lequel il est mentionné que la Chine et les membres de l'ASEAN ont convenu d'un projet de texte unique pour un code de conduite en mer de Chine méridionale. Chaque partie est également appelée à s'efforcer de maintenir un environnement favorable aux négociations. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a affirmé que cela constituait la plus importante avancée des négociations du code de conduite. C'est comme si la Chine et les pays membres de l'ASEAN souhaitaient construire une maison. Les 11 pays avaient d'abord tous un plan différent, mais ils ont finalement convenu d'un plan unique et ont pu poser les bases. La Chine assure vouloir partager les opportunités et relever les défis conjointement avec l'ASEAN afin de faire de la coopération sino-ASEAN le pilier du développement et de la stabilité de la région. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau 2 invités. Monsieur Ding Fan, vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État et Monsieur Xu Tieping, vous êtes professeur à l'Université de communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Alors on voit que l'ASEAN a célébré son 50e anniversaire l'année dernière. L'organisation a parcouru un très long trajet depuis sa création. Alors comment évaluez-vous le rôle de l'ASEAN dans l'intégration régionale et quels sont selon vous les résultats concrets les plus importants de cette organisation? Monsieur Deng. En fait, oui, l'ASEAN, c'est une longue histoire, parce qu'au départ, l'ASEAN a été organisée sous la production des Américains, comme une organisation de sécurité collective, en fait, destinée à prévenir la Chine, prévenir l'expansion du communisme en Asie. C'était ça. Mais après la guerre froide, l'ASEAN n'a plus d'existence de sécurité collective. Donc l'ASEAN se transforme de plus en plus en une organisation économique, en une communauté internationale mais économique. Un peu à l'image de l'Union européenne, à l'image de la communauté européenne à l'époque. Donc de temps en temps, bien sûr, il y a beaucoup de rencontres, mais l'organisation par rapport à l'Union européenne est encore une communauté économique relativement simple, relativement souple. Souple, oui. Mais tout de même, ils ont fait un effort à l'image de l'intégration européenne. Un peu dans cet objectif. L'union de droits de douane, l'ouverture au marché, aux investissements réciproques, etc. etc. Moi, je pense que 2 volets, 2 périodes. Comme M. Ding avait bien indiqué, au début, la fondation de l'ASEAN, c'est d'abord, avant tout, une réponse plutôt géopolitique
pour contenir de l'époque le développement communiste, notamment en Indochine. C'est jusqu'au milieu des années 90, avec la fin de la guerre froide, mais aussi avec la réintégration de 3 pays, Vietnam, Cambodge et Laos, dans l'ASEAN, cette fonction politique est pratiquement terminée, ou au moins, tout au moins, ça devient très secondaire. Et en revanche, c'est surtout avec, disons d'abord, les 4 tigres, et puis le développement de cette région-là, les fonctions économiques prennent de plus en plus de place. Si par exemple, aujourd'hui, si on regarde un peu la carte du monde, c'est probablement, c'est juste derrière l'Union européenne, c'est l'organisation régionale le plus réussie, au moins relativement. Et troisième, c'est que le volet social, prennent de plus en plus de place, mais aussi avec ces difficultés. Quand on pense à la disparité, le regard, disons, la disparité et la différence, non seulement, disons, sur le niveau économique, mais aussi quand on pense un peu le système politique, la divergence, et le degré, la religion, etc. Je pense le degré d'harmonisation et aussi faire une sorte de cohésion sociale dans la tâche d'intégration régionale paraît encore lourd. Et enfin, c'était surtout, c'est que quand on pense, en fait, c'est un club au milieu de grandes puissances. Les États-Unis, le Japon, et de plus en plus la Chine, et tout récemment l'Inde. Et que l'ASEAN a toujours une option, disons, d'équidistance, parfois équilibre, un jeu sensible, mais à jouer. Mais quand vous parlez de réussite, justement, c'est ce que je voulais demander. Quels sont les résultats concrets qui peuvent illustrer vraiment cette réussite? Parce qu'aujourd'hui, on voit encore que les stades de développement sont très divers au sein des pays de l'ASEAN, M. Ding. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque la Chine a signé l'accord de libre-échange avec l'ASEAN, en fait, nous avons choisi de traiter les membres différemment. C'est-à-dire que avec les anciens pays membres de l'ASEAN, le traitement de droits de douane est égal. Tandis qu'avec les nouveaux membres de l'ASEAN, c'est-à-dire le Vietnam, Laos, le Myanmar et le Cambodge, à l'égard de ces pays-là, la Chine applique unilatéralement le droit zéro pour l'entrée des produits, mais ces pays-là peuvent garder le droit de douane contre l'exportation des produits chinois. Parce que cela tient au compte que ces gouvernements n'ont pas beaucoup de ressources fiscales. Le droit de douane compte encore pour la recette fiscale de ces gouvernements. Donc c'est parce que la Chine a tenu compte du niveau différent de développement des pays membres de l'ASEAN. C'est-à-dire que si on, par exemple, si on fait la comparaison avec l'Asie centrale, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, c'est bien sûr l'Asie Sud-Est qui se développe mieux. Et surtout, ça commence à étendre son potentialité. Et deuxième, c'est comme M. Ting avait bien indiqué, vous avez en grosso modo, il y a 2 catégories. L'un sont des pays majoritairement les pays maritimes. D'autres, ça fait partie surtout un peu les pays continentaux, pour des raisons historiques, la Birmanie, le Laos, où une partie du Cambodge se développe moins. Et tandis que, avec, disons, des liaisons extérieures plus anciennes, c'est-à-dire les Malaisie et Singapour se développent mieux, tandis que, bon, Philippines et Indonésie, chacun a ses problèmes domestiques relativement, disons, entre elles. Donc, quand vous parlez de réussite, c'est surtout en termes du rôle de l'ASEAN dans la promotion de la croissance régionale. Alors, on voit que cette fois, lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre singapourien a déclaré que le système commercial multilatéral fondé sur des règles est sous pression. Donc, comment analysez-vous le contexte cette fois de cette réunion de l'ASEAN, M. Lee? En fait, oui, mais c'est une déclaration, je pense, à l'écart de la situation internationale actuelle. Parce que l'ordre du commerce international plus ou moins libre
est menacée par la guerre commerciale provoquée par les États-Unis avec l'administration Trump à l'écart de tout le monde. D'ailleurs, cette décision, cette intention de faire la guerre commerciale est devenue unilatéralement du gouvernement américain. Cela ne peut que susciter l'inquiétude de tous les pays. En particulier dans cette partie du monde, l'ASEAN compte beaucoup sur le commerce international pour leur développement. Et l'ASEAN est impliquée profondément dans ce qu'on appelle la chaîne globale des valeurs, c'est-à-dire la chaîne de production, mais globale. C'est un thème, je dirais, c'est un terme diplomatiquement bien soigné. C'est bien sûr, c'est l'habitude, c'est la prudence diplomate. Mais si on voit par exemple finalement, c'est qu'il y a une fameuse stratégie du développement qu'on s'appelle stratégie d'exportation de substitution, où disons beaucoup de pays de cette région avaient pratiqué, même si par exemple ils ont pas mal de difficultés puisqu'ils se trouvent dans la chaîne de fabrication un peu au milieu, pas le plus avancé, mais tout de même le marché international, notamment l'Amérique du Nord et une partie de l'Europe occidentale, représente très important, essentiel pour le développement de ces régions. Alors la tendance protectionnisme commercial, bien sûr, frappe l'économie de ces pays. Même si il n'y a pas vraiment une guerre commerciale directement contre les pays asiatiques, mais il peut être facilement influencé ou affecté par... Bien sûr. Ils sont victimes, mais peut-être pour le moment ne sont pas sur le premier front. Mais quand on pense par exemple à la leçon de la crise financière de 1998, c'est-à-dire finalement, c'est que ces pays-là sont beaucoup plus fragiles, vulnérables. Oui. Effectivement, quand on parle de la Chine et l'ASEAN, cette année marque le 15e anniversaire du partenaire stratégique en fait, entre la Chine et l'ASEAN. Donc, quel est l'état actuel de la relation entre la Chine et l'ASEAN? Quel est l'état de coopération, M. Du point de vue commercial, c'est la Chine le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN, sans problème. Depuis l'accord de libre-échange signé par l'ASEAN et la Chine, eh bien, non seulement le commerce se développe très rapidement, mais aussi l'investissement. Depuis certains temps, la Chine est le plus grand investisseur étranger direct dans les pays de l'ASEAN. L'investissement chinois dans ces pays-là représente plus de 50% de l'investissement qu'ils reçoivent de l'extérieur, c'est-à-dire la moitié de l'investissement étranger est composé de capital chinois. Ça, c'est très important. Et depuis ces dernières années, depuis ces 3 dernières années, avec l'avancement des projets du renouvellement de la route maritime de la soie, donc la plupart, pratiquement tous les pays membres sont considérés comme membres de la route maritime de la soie. Donc ces pays-là ont bénéficié aussi de l'investissement pour des travaux de construction des infrastructures dans tous ces pays-là. Lors de cette visite, justement avant cette réunion du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en Malaisie, en fait son homologue malaisien a indiqué lors de la conférence de presse conjointe que les contacts entre les peuples malaisiens et les peuples chinois remontaient bien loin dans l'histoire et il ne fallait pas prendre en compte seulement les années suivant l'établissement de leurs relations diplomatiques. Alors, comment comprenez-vous, comment pouvez-vous nous expliquer un peu la particularité de ces relations? Mais en fait, oui. Avant l'arrivée des Occidentaux, des Européens dans la région, en fait, oui, tous les pays de l'ASEAN font partie un peu de ce qu'on appelle la sphère d'influence de la culture chinoise. Bien sûr, il n'y avait que des élites inquiètes qui savaient lire, etc. L'écriture chinoise, les caractères chinois étaient la langue officielle pratiquement de tous ces pays. Et les habitudes chinoises ont des influences énormes sur ces pays. C'est pour ça qu'on appelle ces pays-là des pays de baguettes. Ils utilisent les baguettes pour manger comme les Chinois. De tout temps, ce sont des pays de baguettes. En plus, avant l'arrivée des Occidentaux, le calendrier de ces pays-là était pratiquement le calendrier chinois, avec un peu de variance, bien sûr. Ce ne sont pas toujours les mêmes, mais la base même de ces calendriers sont chinois.
Oui, il y a beaucoup d'influence culturelle dans la région. Non pas seulement des pays de l'ASEAN, mais aussi le Japon, le péninsule coréen, tous ces pays-là, l'Asie de l'Est. Et profondément sous l'influence de la culture chinoise. C'est-à-dire du point de vue de la sphère d'influence historique, on a le monde chinois, le monde sinisé, et puis l'ère de la culture chinoise, dont fait partie aujourd'hui cette région-là. Auparavant, on la nommait l'océan du Sud, le Nanyang. Et deuxième, moi je pense que c'est important, notamment en comparaison avec l'intrusion occidentale, c'est depuis 2000 ans, dans cette région, avec ces échanges avec la Chine ou l'Asie disons, du Nord-Est, ça se fait pacifiquement. Il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de guerre. C'est très important aujourd'hui pour comprendre la logique de l'initiative de la route de soie et maritime. Mais alors aujourd'hui, comment cette relation a évolué? Aujourd'hui, la relation entre la Chine et les pays d'ASEAN. Oui. En fait, oui, ils sont dans très bonne relation. Si vous regardez le nombre de touristes, il y a quelques années, les pays de l'ASEAN sont l'objectif principal des touristes chinois. Les Chinois aiment bien aller dans ces pays-là. Surtout en hiver, on y va pour des vacances d'hiver, mais on bénéficie aussi des stations balnéaires, etc. Parce que ce sont des pays plus ou moins tropicaux. Donc on pourrait réjouir de deux étés, en Chine et dans les pays du sud-est asiatique. Il y a d'abord beaucoup de contacts populaires, le commerce international se développe très rapidement et ces pays forment avec la Chine une chaîne de production globale. Et puis, sur les questions internationales, ces pays partagent souvent une sorte de valeur asiatique. N'oubliez pas que le Premier ministre singapourien et le Premier ministre actuel malaisien ou malais étaient des défenseurs des valeurs asiatiques. Et dans ces valeurs asiatiques, il y a toujours une empreinte confucienne, en fait. Il y a toujours quelque chose qui remonte à nos ancêtres philosophes il y a longtemps. C'est vrai que le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a aussi mentionné ces valeurs asiatiques lors de sa visite en Malaisie. Alors, pouvez-vous nous expliquer davantage qu'est-ce qu'il s'agit ces valeurs? Je vais d'abord ajouter, disons, quelques mots sur le passage précédent. Je pense qu'entre la Chine et l'ASEAN, dans les passés notamment, au moment de la guerre froide, il y a tout de même certains obstacles politiques. C'est-à-dire de l'époque, nous pratiquons le soutien du mouvement communisme. Et ça crée, disons, parfois quelques, disons, litiges ou différences avec litiges avec les différents pouvoirs de la région. Alors qu'aujourd'hui, on y va, c'est que ce facteur a disparu. Même les pays où le Parti communiste, comme le cas de Vietnam, tient le pouvoir, il est officiellement, je dirais, membre de ASEAN. Donc, je dirais que ce litige, cette discorde, dans les passés si importants, aujourd'hui, ça, disons, relativise, se dilue. C'est très important pour comprendre. Et deuxième, dans la je dirais, reconfiguration, dans la redéfinition de division du travail, dans un schéma d'intégration régionale. C'est-à-dire si on voit par exemple le Japon, la Corée du Sud notamment, et la Chine avec les pays ASEAN, c'est pour le moment ce qu'on a vu, c'est que la Chine fait plus d'efforts et de réussite avec cette intégration régionale. Bien sûr, avec les différents pays, quand on pense par exemple les corridors des oléoducs ou différents projets où probablement le canal créera, disons, au sud de Thaïlande, etc. Je pense que si on voit, c'est qu'on devient, bien sûr, avec d'autres pays qui existent tout de même, c'est-à-dire le moteur pour promouvoir l'intégration sous-régionale.
C'est pour le deuxième cas. Le troisième, c'est bien sûr, il y a toujours des litiges, mais on peut trouver, je dirais, une recette, une solution pacifique pour résoudre, notamment sur la dispute des îles de la mer de la Chine. Et moi, maintenant, c'est que surtout, depuis quelques années, c'est qu'il y a un effort de maîtrisation. Et ça avance, c'est important. Revenons enfin sur votre question. Moi, je pense que tous ceux qui sont attentifs à observer l'évolution de la région, notamment les universitaires et les chercheurs de l'Asie, n'oublient pas ce chapitre de confrontation disons, 20 ans avant. Tout, je dirais, le Malaisie et Singapour jouent un rôle de pionnier. Ce n'est pas, disons, une certaine confrontation en direct, si vous voulez, entre guillemets. C'est plutôt la différenciation. C'est-à-dire, avec leur propre expérience, ils ont vu où se trouvent les clés de la réussite. C'est que les valeurs traditionnelles ne sont pas si négatives, notamment sur l'esprit de solidarité, l'esprit d'une sorte de certaine, disons, communautaire, voire collectivisme, etc., sont assez différents devant excès d'individualisme, devant, disons, omniprésence, contrôle de capitaux. On préfère, disons, un certain trajet de développement beaucoup plus humain, beaucoup plus social. Bien que, je dirais qu'en tant que chercheur, on remarquait que ce n'est pas totalement conceptualisé. Mais tout de même, certains éléments doivent attirer notre attention pour se développer encore. C'est une approche basée sur l'expérience propre de l'Asie. Mais pensez-vous que le collectivisme que vous parlez est dans le même sens, quand nous, les Asiatiques, on parle de collectivisme, est-ce que c'est dans le même sens que ce que les Occidentaux ont compris comme collectivisme? Tout dépend, disons, moi, je pense, sur quels critères on définit cette notion individualisme ou collectivisme ou collectivité, etc. Mais je dirais que dans l'ensemble, si on voit, c'est qu'après, je dirais, le développement en Occident, de l'Occident, c'est-à-dire le capitalisme suivant, ce qu'on a vu, c'était plutôt l'esprit de conquête, de domination, de remplacement hégémonique. Tandis que chez nous, c'est plutôt la renaissance, tout, je dirais que au-dessus de confrontations politiques, d'idées politiques, il y a tout de même un âme collective, plutôt nationale, qui constitue, je dirais, une sorte de autochtonité, je dirais, qui constitue la base de notre développement. Si on voit aussi l'évolution en Chine, bien sûr, politiquement, on est sous idéologie du communisme, d'importation de l'Occident, mais tout de même, nos appréciations, nos analyses, aussi notre propre héritage, depuis Confucius jusqu'aux dernières dynasties, et dans certaines valeurs, disons, positives, notamment tout ce qui est social, tout ce qui est humain, et constitue aussi, disons, un des ajouts aujourd'hui pour notre, je dirais, notre valeur culturelle. Peut-être cet aspect humain qui est un peu difficile à comprendre par les Occidentaux. Oui, mais ça aussi, il y a une bifurcation de développement de l'Occident et de la société orientale. Dans la société orientale, oui, le collectivisme est une extension de la notion de famille. Dans le monde occidental, la notion de famille, ce sont des relations très simples entre les parents et les enfants, c'est tout. Tandis que dans la notion orientale, bien sûr, à l'origine chinoise, dans la notion chinoise de la famille, c'est une entité beaucoup plus élargie que les relations entre les parents et les enfants. Donc c'est les relations entre les membres de la grande famille. Et c'est ça le collectivisme au sens oriental du terme. Il faudra beaucoup plus longtemps pour discuter de cette question. Alors revenons au sujet principal de cette réunion de l'ASEAN. En fait, le Singapour a choisi le thème résilient et innovant pour thème principal. Et en fait, les membres ont tous exprimé leur souhait de contribuer à un commerce mondial plus équitable et pour défendre un système commercial multilatéral fondé sur les règles, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que la Chine et l'ASEAN
peut faire pour... Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour défendre ce système commercial multilatéral fondé sur des règles? Oui, bien sûr. La Chine soutient activement la proposition de l'ASEAN de construire une espèce d'organisation régionale du commerce de libre-échange, en fait, dans la région. C'est ce qu'on appelle RCEP. RCEP était une initiative ASEAN pour faire une zone de libre-échange dans la région, c'est-à-dire parce que l'ASEAN a des accords de libre-échange avec tous ces pays. D'abord avec la Chine, vous avez mentionné, nous avons conclu cet accord il y a 15 ans. Cette année, on célèbre le 15e anniversaire de cet accord de libre-échange avec les ASEAN. L'ASEAN a aussi des accords de libre-échange avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, les pays de l'ASEAN proposent cet accord de libre-échange intitulé RCEP en incluant aussi dans cette zone l'Inde. En fait, depuis cette guerre commerciale que lançait Donald Trump, eh bien, les pays ont redoublé leur effort pour essayer d'arriver à un accord, à une conclusion à la fin de l'année. Ou si on n'arrive pas à le faire à la fin de l'année, mais ce serait très tôt, le début de l'année prochaine. On essaie d'arriver à quelque chose, à un accord régional de libre-échange pour contrecarrer un peu les menaces de guerre commerciale en provenance des États-Unis. Donc il y a des mesures concrètes qui sont... Oui, en plus c'était une suggestion de la part des pays de l'ASEAN, mais soutenue par la Chine. Le Japon était réticent. Et l'Inde, bien sûr, l'Inde était réticente, c'est parce que l'Inde pensait que certaines règles de libre-échange pourraient probablement affecter l'industrie montante ou l'industrie enfantine de l'Inde. Donc il y avait des négociations qui étaient entraînées en lice. Mais maintenant, avec justement la décision de Donald Trump de prendre des décisions de sanctions commerciales unilatérales, eh bien, ça a irrité tout le monde. Et maintenant, l'Inde et le Japon sont devenus plus actifs dans la négociation. On essaie d'arriver à quelque chose à la fin de l'année. Je pense, oui, premièrement, c'est que la guerre unilatéralement déclarée par Trump affecte aussi l'économie et l'avenir de la région, disons, de l'ASEAN. Et deux, c'est-à-dire les forces unies de l'ASEAN dans les négociations restent relativement limitées. Pas encore, disons, au rang, disons, égal. Et le troisième, c'est-à-dire, non seulement c'est que l'ASEAN et la Chine ont l'intérêt commun pour défendre, je dirais, le multilatéralisme, pour défendre le libre-échange, mais, disons, le plus concret, le plus constructif, c'est que les deux fait, mais aussi avec d'autres pays, disons, dans la région, fait plus d'intégration. Ça renforce leur poids. Et donc, c'est moins dépendant de certains marchés extérieurs. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir nous donné des éclaircissements. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.